Le 29 avril 1665, Gian Lorenzo Bernini, que vous voyez ici dans un autoportrait tardif, Bernini, donc le grand sculpteur et architecte de la Rome baroque, âgé de 67 ans, quitta la ville de Pape pour un long voyage qui le portera à Paris. Il restera jusqu'à fin octobre de la même année. Domenico Bernini, son fils, qui va rédiger la biographie du père, va parler des périls du voyage, mais aussi de la peine, dit-il, et de la crainte de la ville, c'est-à-dire de Rome, de ne pas perdre son grand artiste. La crainte de la ville, notamment que Louis XIV, qu'il avait invité à Paris, pourrait le retenir à l'infini à son service. La ville, donc Domenico Bernini parle, donc c'est la ville de Rome, en tant qu'institution artistique et politique. Bernini était devenu le grand artiste des papes, le grand artiste de la ville, mais il avait débuté avec une clientèle de haut niveau qui avait marqué justement l'histoire de l'art. Ce serait inutile, maintenant impossible pour moi de vous faire le parcours de cet artiste, de sa jeunesse, de sa première activité. Justement, quelques rappels, ses chefs-d'œuvre, Apollon et Daphné, un artiste d'à peine 20 ans, d'un célèbre cycle pour le cardinal Borghese, puis un peu plus tard, 45-46, pour le privé encore, pour la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria de Rome, l'extase de Sainte Thérèse, mais justement parce qu'il s'agissait d'un artiste qui travaillait pour la ville, toujours comme rappel, quelques monuments qui ont marqué la ville, la fontaine du Triton ou la fontaine des fleuves que probablement tout le monde connaît dans la Piazza Navona de Rome. Au moment du départ, Bernini était engagé, entre autres, dans la réalisation de la grandiose place de Saint-Pierre. Donc maintenant, les enjeux étaient autres, parce qu'il s'agissait justement de la place qui faisait, si vous voulez, de vestibule à l'église, à la cathédrale de Saint-Pierre. Je vous la montre ici dans une gravure du Piranèse, et je préfère de vous la montrer dans cette gravure qui donne encore quelque chose de l'air du temps et pas dans une photographie parce qu'entre-temps, le siècle passé notamment, l'entrée dans cette place a été faussée par des travaux d'un urbanisme abusif. Mais cette gravure donne justement une bonne impression de ce que cette grande colonnade voulait signifier. L'ouverture de l'Église, donc c'est l'Église elle-même qui ouvre ses bras pour pouvoir accueillir le peuple romain, si vous voulez même, le peuple catholique. Donc il s'agissait d'un monument architectural, mais avec un ancrage politique tout à fait remarquable. Et c'est justement ce projet que Bernini dut interrompre contre son gré, car les enjeux du voyage en France étaient trop grands. Il s'agissait d'une mission de politique artistique ou peut-être de politique tout court. Un bref résumé, le pape Alexandre VII Chigi voulait améliorer ses relations avec la France, et notamment avec Louis XIV, qui était alors un jeune monarque de 27 ans, lequel, donc le monarque, secondé par son super ministre Colbert, sur en profiter, et c'est grâce à leur pression, ou surtout aux pressions de Colbert probablement, que Bernini dut entreprendre ce voyage qui avait comme but principal la construction, la reconstruction, le renouvellement du palais du Louvre, notamment de la façade orientale. C'était ça le point de départ. Et en effet, même avant ce départ pour Paris, à partir de 1664, Bernini enverra des projets à Paris. Vous voyez ici le premier projet, l'élévation de la façade est. C'est un projet typique pour quelqu'un qui habitait Rome et qui pensait à Paris. Il ne connaissait pas le Louvre.
mais il était maître de sa propre stylistique baroque, fait de courbes, de contre-courbes. Il imagine cet attique sous forme de couronne. Ici, on sent un peu cette sensibilité de l'architecte du pape, qui change de direction. Il ne travaille plus pour le pouvoir papal et pour la ville de Rome, donc pour l'Église catholique et le monde, mais il travaille dans ce projet au moins pour un grand roi, pour sa ville et pour le pouvoir absolutiste royal. Un second projet fut réalisé en 1665. Vous voyez qu'il choisit un plan concave, plus austère, un ordre colossal qui s'élève au-dessus d'un rez-de-chaussée à bossage pour réunir les étages supérieurs. Les projets intéressent, intriguent, mais la présence de cet artiste à Paris devient impérieuse. Et le récit de Domenico Bernini, donc le biographe, un des biographes, parce qu'il y en a plusieurs, mais du fils biographe, est assez coloré. Je remets l'image du père, si vous voulez, sur l'écran pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. Résumé. Le cavalier, parce qu'il était cavalier, le cavalier Bernini part en carrosse princier. Alors, c'est quelque chose de très important. Alors, si on pense maintenant à mes cours antérieurs, le passage des Alpes de la part de Dürer, à pied ou à cheval, le passage vers la France de la part de Benvenuto Cellini, etc., on voit quand même que les choses ont changé. Donc, Bernini part en carrosse princier, s'arrête à Sienne, Florence et Turin, et dit son fils, biographe, à son passage, les villes se vident. Si spopolavano per così dire le città. Tout le monde allait voir ce passage en carrosse du grand artiste, jusqu'au point que Bernini lui-même, avec un humour qu'on va rencontrer aussi au fil de son séjour à Paris, jusqu'au point que Bernini dit on a l'impression que celui qui voyage ici, c'est un éléphant. Alors, tellement la curiosité du peuple est très grande. Une fois sur le territoire français, et avant même d'arriver à Paris, le roi lui envoie un carrosse royal de 6 chevaux, chose tout à fait remarquable. Le nonce papal vient à sa rencontre, et d'autres chevaliers aussi. Colbert le confie au bon soin de Paul Fréard de Chanteloup, qui l'accompagne au Louvre, qui sera son premier logement. Paul Fréard de Chanteloup, c'est un grand personnage de la politique, mais aussi de la culture française du temps, grand collectionneur, grand connaisseur de l'art italien, ami collectionneur de Poussin aussi. Il parlait bien l'italien et c'est à cause de toutes ces qualités qu'il sera celui qui va accompagner Bernini pendant ce voyage en France. Il a eu l'idée tout à fait extraordinaire de tenir un journal, jour par jour, le journal du voyage du cavalier Bernini en France, qui est une source de premier ordre pour connaître ce séjour. On y apprend les rencontres avec la cour, avec les artistes français, les visites à Paris et aux alentours, les monuments, les collections privées, la présentation devant l'Académie royale de Beaux-Arts, le discours de Bernini, etc. La première rencontre avec Colbert, qui était le personnage clé, celui pratiquement qui l'avait invité. La première rencontre avec Colbert, le 3 juin, n'est pas des plus heureuses, car le ministre vient à l'heure de la méridienne, c'est-à-dire de la sieste. Et Bernini faisait la sieste. Bon, alors, je dois vous dire, bon, il avait 67 ans, il faisait la sieste, mais en même temps, donc ça lui permettait un rythme de travail, matinée, après-midi, il le dit d'ailleurs, mais il avait un autre mérite qui pourrait l'excuser, même
devant notre mentalité occidentale, il travaillait le dimanche. Pour travailler le dimanche, surtout à Rome, il avait eu besoin d'une dispense papale, parce qu'on ne pouvait pas travailler le dimanche. Il travaillait le dimanche pour le pape, pour la gloire de l'Église, d'où aussi cette permission spéciale. Bon, et il faisait la sieste au moment où Kolberg arrive. Mais les choses se passent à la fin assez bien. Plus importante encore, les premières, ou peut-être que la première rencontre de l'artiste avec le roi, qui advient le jour suivant, le 4 juin, à Saint-Germain, et qui se passe sur les meilleurs auspices. Je voudrais vous citer maintenant ce que Chanteloup dit de cette première rencontre avec le roi. Bernini arrive tôt le matin, sans doute il n'assiste pas au lever du roi, ce n'était pas dans l'étiquette du temps. Il attend dans l'antichambre que le roi s'habille. Le roi étant tout habillé, maintenant je vous cite Chanteloup, M. Kolberg fit entrer le cavalier dans la chambre et lui a fait saluer Sa Majesté, qui s'était mise à la croisée d'une fenêtre avec le premier gentilhomme de la chambre, et le maître de la garde-robe, le maréchal de Gramont, y était aussi. Alors, si je vous donne toutes ces citations, il y aura d'autres. Je les donne aussi d'une façon assez complète, en essayant de vous donner un peu l'air du temps, la cour des personnages. Je ne vais pas insister sur tous les personnages que je vais citer, mais justement pour donner un peu de cette atmosphère hautement ritualisée des rencontres entre l'artiste et le roi, mais dans laquelle il y a aussi des mages pour des ententes assez intéressantes. Le cavalier a fait son compliment au roi, donc on est dans l'étiquette, avec une honnête hardiesse, et a dit à Sa Majesté, comme il avait fait à M. Kolberg, le sujet qu'il avait principalement engagé de venir en France. Après, venant au sujet du bâtiment du Louvre, citation, « J'ai vu, sire, a-t-il dit, à Sa Majesté, les palais des empereurs et des papes, ceux des princes souverains qui se sont trouvés sur la route de Rome à Paris, mais il faut faire, pour un roi de France, un roi d'aujourd'hui, de plus grandes et magnifiques choses que tout cela. » Il était rusé, Bernini. Donc, à part cette rhétorique de la rencontre, il savait très bien où toucher l'orgueil et les attentes du roi. Puis, se tournant vers ceux qui faisaient cercle autour du roi, donc la cour, il a ajouté « Qu'on ne me parle de rien qui soit petit. » Bon. À cela, le roi a pris la parole et a dit qu'il avait quelque affection de conserver ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, mais que si pourtant l'on ne pouvait rien faire de grand sans abattre leur ouvrage, qu'il le lui abandonnait. Il s'agissait justement de la restauration du Louvre, qui posait des grands problèmes de propriété et de réaménagement urbain. Que pour l'argent, il poursuit. Que pour l'argent, il ne l'épargnerait pas. Sa Majesté ensuite lui a fait toutes sortes de bon accueil, puis M. Kolberg l'a ramené au vieux château. Bon, cette maîtrise des codes et de la rhétorique du discours courtois de la part de Bernini peut choquer, mais peut être aussi appréciée. Il y a un rapport privilégié d'ailleurs, de compréhension et de sympathie réciproque qui s'instaure entre l'artiste de 67 ans et le jeune monarque de 27. Après les études des lieux et percevant des perplexités et des réticences de plus en plus évidentes, Bernini conçoit à la fin un troisième projet pour la façade Est, qui sera la base de son travail ultérieur au Louvre pendant son séjour parisien. Ce troisième projet, c'est le seul qui a été fait en contact direct avec la situation, avec les lieux. Vous voyez donc, il a abandonné les courbes, les contre-courbes, il y a une façade assez sévère, glacicisante, un ordre colossal, un contraste entre une base en rusticage, dans le but probablement
de donner à cette façade du Louvre une incarnation du courage, de l'ordre et de la raison, appelée à triompher de la masse informe et brute du chaos. C'est la lecture que j'ai résumée un peu d'un des grands spécialistes dans l'œuvre de Bernini, qui est l'Américain Irving Levin. Une première pierre sera posée le 17 octobre. Le 20 du mois, Bernini quitte, après 6 mois de ce jour, il quitte Paris et le projet ne sera jamais réalisé. L'histoire est bien connue, il y a la cabale des architectes français, Colbert, Louis XIV, qui entre-temps coquettait avec l'idée de Versailles, donc le Louvre ne l'attirait pas tellement. Bref, tout en ballon, pour dire comme ça. Si l'on compare les 3 projets, on obtient une image de l'évolution de la pensée berninienne concernant la tâche initiale, donc le Louvre, mais visant aussi quelque chose de plus général. Le rapport de l'architecture au pouvoir monarchique, c'est ça pratiquement le grand enjeu. L'on comprend mieux aussi l'une des butades que le cavalier lança vers la fin de son séjour, notamment le 8 octobre, donc je me base toujours sur ce calendrier extrêmement soigné de Chanteloup, le 8 octobre, lorsqu'il dit le suivant, les bâtiments sont les portraits des âmes des princes. Il le dit en italien, Chanteloup le note en italien, ben vero che le fabbriche sono i ritratti dell'animo dei principi. Il est bien vrai donc que les bâtiments sont les portraits des âmes des princes. L'architecture est donc envisagée comme portrait et le palais, si vous voulez, comme portrait du roi. Et cela non pas nécessairement dans le sens d'un anthropomorphisme concret. Alors, ça suffit de regarder le premier projet, cette attique couronne du premier projet est une trace, disons, de mimétisme, d'anthropomorphisme, la couronne sur le corps du roi, mais passagère. La boutade et la suite des projets vont au-delà de l'anthropomorphisme vers une conception de l'édifice monarchique en tant que dispositif psychomorphe. Et je souligne encore une fois, je reprends la citation, les bâtiments sont les portraits des âmes des princes, pas les portraits des princes, les portraits des âmes des princes. Bon, à peine 10 jours après son arrivée à Paris, le 11 juin, le journal de Chanteloup note un épisode qu'on ne peut qualifier que d'emblématique. Et je vous le redonne. Le 11 juin, étant allé le matin voir le cavalier, je l'ai trouvé dessiner quelques têtes sur le papier. Je les ai regardées qu'en passant et je suis allé vers le seigneur Mattia, qui était un des collaborateurs de Bernini, qui dessinait là, auprès de l'élévation de la façade du Louvre. Ayant un peu considéré cet ouvrage, je suis revenu au cavalier, qui a quitté ce qu'il faisait et, me tirant à part, m'a dit par forme de confidence qu'il était bien empêché, que de divers côtés, l'on lui faisait entendre que le roi désirait de lui qu'il fit son portrait et celui de la reine, et que pourtant M. Colbert ne lui en avait pas parlé. On comprend aussi que les têtes qu'il dessinait, c'était les têtes en vie de ce projet qui est encore flou. On comprend entre les lignes que le problème du portrait du roi se complique d'une façon qu'on ne saurait pas qualifier d'inattendue ou bien de cohérente, tandis que le ministre, donc Colbert, mise sur si vous voulez, sur un palais portrait, le roi souhaite une ressemblance, donc un portrait buste. Et c'est dans ce texte et dans ce contexte que se trouve l'acte de naissance de l'œuvre majeure que Bernini put achever à Paris, c'est-à-dire le buste du roi. C'est un buste de marbre. Chanteloup
va intervenir dans cette discussion d'une façon assez diplomatique. Je vous donne encore un passage. On est encore dans ce milieu courtois où les bruits, les souhaits, les désirs, lui dire jouent un certain rôle. Alors, Chanteloup, qui faisait aussi l'office, disons, d'intermédiaire entre un Bernini, je dois dire, parfois capricieux quand même, et la cour, parfois rigide. Le roi, jeune, aimable, mais quand même un roi. Bon, alors, ce n'était pas facile pour Chanteloup. Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai répondu que M. Colbert avait dessein de lui faire la même proposition. Je ne suis pas sûr qu'il le savait déjà, mais peut-être. Je lui ai répondu que M. Colbert avait dessein de lui faire la même proposition qu'avaient fait ces messieurs, on ne sait pas exactement qui c'était, mais il m'en avait parlé à moi, mais que, comme il ne m'avait pas dit d'en parler, je ne l'avais pas fait. J'ajoutais que M. Colbert réservait sans doute à lui faire cette proposition, qu'il eût l'esprit libre et dégagé du dessein auquel il était occupé. Il m'a reparti que cela ne l'empêchait de rien, parce qu'il se préparait pendant que Mathias, donc son aide, mettrait au nez ses dessins pour le Louvre, que c'était pour cela qu'il avait demandé de la terre afin de faire des ébauches de l'action de la terre pour faire le buste. Donc Mathias déjà entre dans le rôle du dessinateur du projet, et lui, il veut de la terre pour modeler. L'architecte laisse ses tâches d'architecture à un assistant, et lui, il se concentre justement sur la sculpture. La terre, afin de faire des ébauches de l'action, c'est une notion intéressante que je souligne, on va revenir. Qu'il pourrait donner au buste, donc de l'action qu'il pourrait donner au buste, en attendant qu'il travaillât à la ressemblance. Donc, deux notions tout à fait essentielles qui vont revenir au parcours du journal de Chanteloup et aussi de cette leçon. L'action et la ressemblance. Il a répété qu'il donnerait volontiers 2 mois au-delà de ce qu'il avait projeté, que ce n'était pas, s'il fallait 10 années, s'il avait à vivre tant, il ne le donnait avec plaisir, quand même, il devrait mourir ici pour faire le buste du roi. Qu'il était tellement obligé au roi du traitement honorable qu'il recevait, qu'il devait employer le reste de sa vie pour le reconnaître. Je me suis offert d'écrire ces choses à M. Colbert. Il m'a dit qu'il n'en était pas besoin. Bon. Qu'est-ce que Bernini comprenait justement par cette notion de ressemblance, notion fondamentale? On peut l'apprendre au fil de ce témoignage textuel, qui est le journal de Chanteloup, mais il y a un passage qui me semble révélateur et sur lequel je voudrais insister, parce que c'est le passage où Bernini parle justement de cette notion fondamentale de ressemblance, notion clé dans l'art du portrait. Alors, on est, si vous voulez la date, le 6 juin. En parlant de la sculpture et de la difficulté qu'il y a de réussir, particulièrement dans les portraits de marbre, et d'y mettre la ressemblance, il m'a dit une chose remarquable, et qu'il a depuis répété à toute occasion. C'est que si quelqu'un se blanchissait les cheveux, la barbe, les sourcils, et cela se pouvait la prunelle des yeux et les lèvres, et se présenter en cet état, ceux mêmes qui le voient tous les jours, qu'ils auraient de la peine à le reconnaître. Et pour preuve de cela, elle a ajouté, quand une personne tombe en pamoison, la seule pâleur qui se répand sur son visage fait qu'on ne le connaît presque plus et qu'on dit souvent « non pareva più adesso ». Qu'ainsi, il est très difficile de faire ressembler un portrait de marbre, lequel est tout d'une couleur. Il a dit une autre chose, plus extraordinaire encore, c'est que quelquefois, dans un portrait de marbre, il faut, pour bien imiter le naturel,
faire ce qui n'est pas dans le naturel. Donc c'est une citation assez connue, mais qui montre en effet que la mimésis artistique n'est pas vraiment, ne réside pas dans calquer, donc copier, présenter un simulacre vivant, mais il y a ce côté de création. Cependant, le naturel n'est pas de même que l'imitation. Donc, il y a ce côté création qui est tout à fait essentiel. Il y a un autre passage dans le journal. Je vais bien peut-être au buste. Non. Voilà, je le laisse comme ça. Il y a un autre passage dans le journal, passé, il me semble presque inaperçu. La bibliographie sur Bernini est très riche. Moi, je la connais plus ou moins bien, mais je ne sais pas si on a insisté assez sur ce passage qui, de mon point de vue, me semble important. Un passage qui atteste l'intérêt de cet artiste pour la dialectique propre à sa poétique entre naturel et ressemblance. Et je vous cite ce passage, on est le 27 août. C'est quelque chose de très bref. Il a travaillé le matin et le soir au buste du roi. Le soir, l'on a été chez Benoît pour voir ses portraits de cire, mais l'on ne l'a pas trouvé ni personne à sa maison. J'avais dès le matin demandé au cavalier que si je le ferais avertir de s'y trouver. Et il m'avait dit que non. Bon, c'est un passage un peu cryptique, donc la première question, qui est ce Benoît? Alors ce Benoît, sculpteur en cire colorée, qui deviendra un peu plus tard valet de chambre du roi et peintre personnel de Louis XIV, il sera élu, mais plus tard, membre de l'Académie royale de peinture et des sculptures, était spécialiste donc dans la sculpture en cire colorée. Les têtes, vous en voyez ici une, c'est justement la tête de Louis XIV, plus tardive. Les têtes et les bustes étaient moulés directement sur la personne, puis colorés, coiffés de perruques, pourvus d'yeux en émail, et habillés avec des tenues fournies par les modèles eux-mêmes. Le moulage direct sur le modèle permettait de conserver tous les détails du visage. Ce type de sculpture, la céroplastie, va disparaître à un certain moment, après la mort notamment de Louis XIV. Alors, vous voyez, il y a eu cette curiosité d'aller voir Benoît. On avait entendu, Bernini avait entendu que c'est un sculpteur qui fait quelque chose d'exceptionnel dans le domaine de la ressemblance. Benoît n'est pas chez lui. On lui demande, est-ce qu'on revient? Il faut l'annoncer. Bernini dit, bon, on peut oublier, ce n'est pas nécessaire. Il y a curiosité, mais aussi une certaine distance. Bon, sur la céroplastie et sur les portraits des cires, il y a encore aujourd'hui une étude fondamentale de Julius von Schlosser qui cite, et je dois ça à Julius von Schlosser, une très intéressante remarque de Schopenhauer à propos de la poétique et de l'esthétique de cette sculpture en cire. Et je donne cette citation que je prends de Schlosser, mais c'est Schopenhauer qui parle, parce qu'elle met le point sur le i, justement aussi dans cette histoire de la ressemblance Bernini sculpteur, sculpteur en cire, imaginaire autre, si vous voulez. À la différence, Schopenhauer dit la suivante, la différence de la véritable œuvre d'art qui nous mène de ce qui n'existe qu'une seule et unique fois, l'individu, à ce qui existe constamment et en quantité infinie, la forme pure ou l'idée, la figure de cire, ne dans l'individu lui-même, c'est-à-dire qui n'existe qu'une seule et unique fois, mais sans ce qui prête de la valeur à cette existence passagère, sans la vie. Ainsi, la figure de cire provoque-t-elle l'effroi comme un cadavre rigide. Schopenhauer.
ça ne vaut même pas la peine maintenant d'entrer dans les détails de l'analyse de la cire de Benoît. Alors vous voyez ce côté simulacre avec la chevelure feinte, mais remarquez aussi la façon dont les poils de la barbe sont représentés dans cette tête, sur cette peau de cire. Il s'agit en effet de deux poétiques complètement opposées. Et par là, je reviens au contexte de la genèse du buste bernínien. Tout au long du séjour à Paris, on peut observer une certaine simultanéité du travail au Louvre en tant que portrait architectonique et au buste, portrait sculptural. C'est un thème presque involontaire des annotations de Chanteloup. Et on pourrait, ce serait une jolie recherche, peut-être plutôt pour un étudiant dans un travail de séminaire, de faire la liste maintenant comment ça se passe jour par jour, le travail double au Louvre et au buste. Mais je donnerai seulement une citation pour ne pas trop abuser de votre patience. Une citation où cela ressort avec de la clarté. Voilà. Alors, le cavalier, et on est le 19 juillet. Le cavalier d'abord, qu'il a entré, donc il se présente au roi, c'est ça le scénario, a présenté à Sa Majesté son dessin de la façade du côté de la rivière. Le roi ayant bien considéré, en s'étant fait expliquer, l'a montré ensuite à M. de Saint-Aignan, qui était là présent, et à quelques autres. Sa Majesté, après, a voulu considérer avec la façade du devant du Louvre et m'a commandé, à Chanteloup donc, de le tenir de sorte qu'on l'ait pu voir ensemble et l'effet de l'angle de ces deux nouvelles façades. Donc, on est contexte Louvre. Et tout de suite après, en ayant regardé quelque temps, Sa Majesté s'est mise après dans la situation qu'elle a cru que pouvait désirer le cavalier pour lui donner moyen de travailler à son dessin. Donc, il regarde les dessins du Louvre et puis il se met en pause. Il se met en pause pour quoi? Pour qui? Pour le chevalier, pour le cavalier et pour le portrait. Se tenant debout quelque temps, durant quoi il a considéré le roi avec attention, Bernini, puis a désiré que le roi se soit assis. Et comme il a commencé à prendre du crayon, il est venu dire un beau mot au roi. Il y a un des aristocrates qui vient et prend le roi parce qu'il avait des choses plus importantes à faire que de rester assis devant le chevalier. Mais il y a donc ce passage entre Louvre et portrait, entre les deux portraits, qui est récurrent, et la situation que je vous donne, c'est seulement une d'entre elles. Donc, cette alternance dans la simultanéité me semble importante. Les séances de pause qui se passent à Saint-Germain, d'habitude, sont désignées par Bernini comme des séances volées, à cause du fait que le roi avait peu de temps. Il intervient dans les séances du conseil. Il conseille lui-même au roi de ne pas faire attention que l'artiste est là, de rester en mouvement, de bouger, de parler. Parfois, les séances se passent au Louvre, au moment où justement il commence à travailler au marbre. Et ce dynamisme, en effet, correspond au résultat final. Alors, vous voyez en effet qu'il s'agit d'un buste, on pourrait dire baroque, où le mouvement, le dynamisme est essentiel. Il est conçu sur des points de vue multiples, donc le roi ne regarde jamais en face, ou le spectateur ne se trouve presque jamais dans une position de confrontation
de face à face avec le roi, mais plutôt de profil d'un côté ou de l'autre. Il y a cette grande draperie aussi qui cache la partie inférieure du buste, qui souligne le dynamisme de la représentation. On peut suivre dans le même texte, le journal de Chanteloup, la réalisation du buste. Ce sont des choses assez connues. J'insisterai quand même sur une des séances de réalisation du marbre. On est le 14 juin, où les choses sont relatées d'une façon assez détaillée par le compagnon de voyage de Bernini, donc frère de Chanteloup. Je voudrais raccourcir un peu. Bon, alors, elle est entrée, donc Sa Majesté, elle est entrée dans la salle et le cavalier a commencé à travailler regardant le roi de différents aspects. Quelquefois, de bas en haut, de côté, de près et de loin, de quoi quelques-uns des jeunes seigneurs qui étaient là présents, il y a toujours cette présence-là, et à qui ce travail était nouveau, voyant le cavalier regarder de tant de diverses manières et avec tant d'action, avaient grande envie de rire. Le roi même a eu peine à s'empêcher, mais il s'est néanmoins retenu et les autres aussi, de sorte que le cavalier ne s'en est pas aperçu. Il a travaillé. Et je passe à des détails qui pourront donner quelque chose de plus, un appui image à ce texte. Il a travaillé à la joue droite, à la bouche, à l'œil droit et au menton. Alors vous voyez, il y a ces lieux choisis sur lesquels le travail du sculpteur, dans une seule séance de pose, se concentre pour arriver au résultat désiré. Tout de suite, après cette séance de pause tellement mouvementée, le texte dit, avant que Sa Majesté s'en soit allée, elle a vu le dessin de cet amphithéâtre que fit le seigneur Mathieu, on est encore dans l'architecture, vous voulez, puis elle a dit que le lendemain qu'il est fait, le dimanche après, elle ne viendrait pas, ni le lundi même, pour ce qu'elle prendrait un remède, mais qu'après elle viendrait régulièrement tous les jours. Donc il y aura une pause dans la séance de pause, une pause dans la séance de pause, oui, même le lundi et les autres jours, parce que Sa Majesté sera empêchée par des remèdes. C'est une dernière phrase sur laquelle je me suis arrêté, parce qu'elle me semble qu'elle fait émerger le problème du corps du roi. Raison pour laquelle je vais m'arrêter tout de suite. Prendre un remède, donc le roi n'était pas tout à fait sain, donc il devrait soigner son corps, c'est ça. Alors on le sait très bien que le corps du roi ne lui appartenait pas entièrement, c'était une affaire d'État, et il s'avère d'ailleurs édifiant de parcourir les remarques sur la santé du roi pour l'année 1665, on est là, son docteur s'appelait le docteur Vallot. Tout le journal de santé du roi, c'est un document extraordinaire au fil du temps, jusqu'à l'extrême vieillesse. C'est une lecture vraiment passionnante, parfois difficile, parce qu'il y a toutes les misères du corps qui ressortent. Mais en 65, le roi était jeune, 27 ans, et le rapport du docteur Vallot ne fait que quelques pages par rapport au rapport tardif, beaucoup plus long. Et néanmoins, si on s'arrête sur le mois de juillet et d'août, c'est-à-dire sur le mois pendant lequel Bernini s'était engagé dans la figuration du corps royal. Voilà. On apprend des choses. Alors, je voudrais vous donner des citations, justement,
de cette époque, juillet-août 65, l'époque où Bernini travaillait au corps, moi je dis au corps de marbre du roi. Et en même temps, les médecins travaillaient à son corps physiologique, qui était aussi, comme vous le savez très bien, un corps politique. Alors, au commencement du mois de juillet, donc je cite du rapport du docteur Vallot, au commencement du mois de juillet, le roi, ressentant ses vapeurs un peu plus qu'à l'ordinaire, je fus obligé de quitter tous les remèdes dont j'ai fait mention ci-dessus pour en proposer d'autres qui, à la vérité, lui ont bien réussi, que Sa Majesté s'est enfin trouvée sans vapeur, sans douleur de tête et sans aucune incommodité. Je lui ai fait prendre médecine le 13 juillet, de l'eau de pimprenelle pour 3 jours, et son opiat préparé avec la conserve vitriolée, mon spécifique de mars, avec un peu de poudre spécifique. Ce remède a enfin apaisé les vapeurs, après l'avoir continué quelque temps, et comme il lui ouvrait tous les jours le ventre, il avait des problèmes de digestion, alors c'est clair, le roi, c'était un humain, il lui ouvrait tous les jours les ventres, le succès en a été très heureux, très heureux. Je n'ai rien trouvé qui ait été plus utile ni plus convenable pour arrêter absolument les vapeurs. Après quelques jours, le roi a été saigné. On saignait beaucoup, le pauvre Louis XIV. Alors, si vous lisez le Havre, vous voyez, il saignait périodiquement. Bon. Le roi a été saigné avec beaucoup de soulagement, de telle sorte que le reste du mois de juillet s'est passé sans que Sa Majesté ait ressenti aucune incommodité. Au commencement du mois d'août, c'est pareillement passé sans aucune vapeur, ni aucun ressentiment des maux ordinaires, continuant toujours son opiat martial. Enfin, Dieu nous a fait la grâce de le voir dans une satisfaction tout entière de ce remède. Le 6 août, le roi a été purgé avec son bouillon, ayant pris auparavant la dite médecine, une prise de son opiat, et qui a beaucoup réussi, et de cette façon, de purger a été trouvé admirable. Et j'en passe. Il y a la date, j'entre dans des détails qui me semblent intéressants, je m'excuse s'ils sont des détails un peu scabreux. La date du 23 août, le journal de Chanteloup, donc un autre document, mentionne une visite de Bernini chez le roi, qui le reçoit au lit, ayant été saigné. Et je prends la liberté de citer ce passage en l'accompagnant d'un appui iconographique de cette gravure de Monnier, gravée par Jean Edelinck, qui représente le soleil. Après avoir achevé son cours, descend chez Thétis, où 6 de ses nymphes sont occupées à le servir, à lui offrir toutes sortes de réfléchissements. Donc apparemment, ça n'a rien à voir avec la situation concrète du roi alité. Mais je la montre aussi parce qu'elle donne quand même quelque chose du contexte. Mais revenons maintenant au journal de Chanteloup. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos du 23 août ? Alors, le roi ayant été bien préparé de la manière que je viens... Pardon, non, ça c'est le journal du médecin. La visite, le 23 août, Bernini va chez le roi. Il entre, le roi est alité, s'étant mis vis-à-vis du pied du lit du roi, nous raconte Chanteloup, dont tous les rideaux étaient tirés et qui était environné de personnes de la plus haute qualité. Sa Majesté lui a dit qu'elle ne le verrait de 3 jours, mais qu'en son absence, il pouvait travailler
aux cheveux du buste. Donc l'étalité, mais il se préoccupait un peu de l'avancement justement de la chevelure, un des détails importants du buste. Je passe peut-être même à un autre slide qui pourrait donner une impression un peu plus claire. Il a répondu qu'il y travaillerait aussi, qu'il osait dire à Sa Majesté que ce n'était pas chose aisée. Je trouve ça très impressionnant, le roi alité avec le sculpteur qui lui parle de la réalisation du buste, notamment d'un détail, la chevelure, qui pose des difficultés. Donc la notion de difficulté est une notion importante dans la création artistique, notamment dans la création baroque, et notamment dans la tradition de Bernini. Une grande œuvre d'art est le résultat aussi du surpassement des difficultés. Je reprends donc. Il a répondu qu'il y travaillerait aussi, qu'il osait dire à Sa Majesté que ce n'était pas chose aisée, voulant arriver à donner à ses cheveux la légèreté, comme elle est au naturel, que pour cela il fallait combattre contre la matière, qui est d'une nature contraire, que si Sa Majesté avait vu sa Daphné, elle connaîtrait le travail qu'il y avait fait en cette espèce que lui était pas mal réussi. C'est une discussion artistique, presque d'atelier entre le roi et le sculpteur. Le sculpteur lui rappelle une œuvre que le roi n'aurait pas pu voir parce qu'il n'a jamais visité Rome. On parle de la chevelure. Et le sculpteur parle donc de la difficulté et il donne comme terme de comparaison la chevelure de sa Daphné, moi je dirais plutôt du groupe statuaire de Daphné, où il a réussi à vaincre cette difficulté en promettant, on le comprend entre les lignes, de vaincre la même difficulté dans la réalisation de la chevelure, qui était une chevelure naturelle d'ailleurs de Louis XIV. Parfois on dit que c'était une perruque, non, c'était une chevelure naturelle qui a son rôle aussi dans la physiologie du pouvoir royal, si vous voulez. Bon, alors le texte parle de ce groupe. Si je lis bien le texte, ici il y a sans doute la difficulté de réaliser un détail de cette sculpture qui avait rendu Bernini célèbre en comparaison à ce qu'il devrait faire, mais il y a aussi une certaine chevelure, pas nécessairement la chevelure de Daphné, mais la chevelure d'Apollon. Donc il me semble que Bernini faisait référence à la chevelure d'Apollon, qui était le soleil, le dieu du soleil, d'où aussi ce passage symbolique, pas seulement technique, d'une prouesse à une autre. Je reviens aussi à ce double pilier, donc témoignage artistique, témoignage médical. Il me semble que ce serait une grande erreur de voir dans les passages tirés des rapports médicaux qu'on traitait seulement la misère du corps royal, pas du tout. On travaillait, dont le médecin travaillait sur la santé du roi, mais aussi sur la gloire, sur la forme de la gloire du corps royal. C'était un peu, si vous voulez, un travail assez semblant à ce que Bernini devait faire, mais en tant que sculpteur. La santé du corps royal d'un côté et l'image de la gloire royale de l'autre côté. Donc il y a une charge symbolique du roi Soleil, donc l'iconographie relative à ce topos est tout à fait remarquable au XVIIe siècle et je ne pourrais pas insister maintenant. Le symbolisme apollonien et solaire, tout en étant présent, est seulement indirectement décelable dans le buste lui-même. Le buste, en effet, en tant que genre sculptural,
me pose le problème du pars pro toto, donc de la représentation de la personne partielle et totale en même temps. Il y a un procédé de type synecdoque ici. Le buste est la synecdoque de la personne ou du corps royal. Et la ressemblance que Bernini nous offre, bon, je reste ici, élude apparemment le corps. Je dois quand même revenir au buste dans sa totalité. Élude, mais apparemment seulement le corps dans sa totalité. Et s'il y a une figure essentielle de cette élision, c'est la draperie. Élément fondamental qui donne le mouvement, le dynamisme, qui joue de césure entre le visage, la partie supérieure du corps, et ce qu'on ne voit plus parce que ce n'est pas représenté, parce que ce n'était pas nécessaire de le représenter, tant le buste lui-même était capable de donner la ressemblance. Il y a dans la réalisation de cette draperie, vous voyez qu'il tourne presque autour du buste en cachant une partie du corps, mais une partie aussi du vêtement. Alors vous remarquez par exemple que le roi était en armure. On voit sur le bras droit du roi le fait que son corps était un corps armé, donc il y a là toute une stratégie de protection, de renforcement du corps, mais aussi de la représentation. Je reviens à la draperie, qui était aussi un élément de difficulté. Loué par les commentaires, on a des passages chez Chanteloup, mais aussi très critiqués. Et je voudrais vous lire maintenant une des critiques qui me semble tout à fait significative. C'est une critique d'un des grands ennemis de Bernini pendant son séjour parisien. Il s'agit de Charles Perrault, le célèbre Charles Perrault, qui était le frère de Claude Perrault, qui à la fin sera l'auteur de la façade du Louvre. Alors Charles Perrault, dans les mémoires de ma vie, dit le suivant. Le cavalier, dit-il, il réussit heureusement, quoiqu'il y ait plusieurs défauts. Le front est trop creux et diminue quelque chose de la belle physionomie du roi. Le nez est un peu trop serré et l'écharpe, se focalise sur l'écharpe, à laquelle on donne tant de louanges, n'est pas bien entendue. Comme elle enveloppe le bout du bras du roi, ce ne peut être qu'une écharpe qu'on a mise sur le buste du roi, et non pas l'écharpe qui était sur le corps du roi, quand on a fait son buste. Parce que cette écharpe, alors, n'environnait pas son bras de la manière qu'elle l'environne. C'est une remarque sans doute vénineuse, mais il y a quelque chose d'intéressant, le rapport entre la draperie et le corps, entre la draperie et la statue. Alors, Perrault surprend quelque chose d'assez important. Mais ce grand pli flottant pose également le problème de la base, qui est un problème épineux, est resté, comme on le sait, irrésolu. Il y a toujours chez Chanteloup, qui nous accompagne encore pour quelques instants, toujours chez Chanteloup, un passage, plusieurs, mais un passage important, sur le problème du piédestal, de la base. Et c'est un passage qui a servi aussi à une des reconstitutions hypothétiques, comme toute reconstruction, de cette base qui n'a jamais été réalisée. Je vous la montre tout de suite. Voilà. C'est la reconstruction de Rudolf Wittghofer, mais je voudrais vous lire le passage de Chanteloup où on en parle. On est vers la fin du séjour, on est en septembre, le 10 septembre, après qu'ils ont été sortis, personnage de la cour, le cavalier m'a tiré à part et m'a montré un dessin
qu'il a fait d'un piédestal, donc ce n'est pas exactement celui-ci, il aurait peut-être pu être, mais plus ou moins comme ça, qu'il a fait d'un piédestal pour poser le buste, et ce piédestal est un globe du monde avec un mot qui dit « Picciola base ». Il m'a demandé mon sentiment de cette pensée. Je lui ai dit que je la trouvais grande et noble, donnant à juger pour l'avenir des grandes choses du roi. Il a ajouté, d'outre le grand qu'elle portait avec elle, il en tirait un autre avantage. C'est que cette boule, par la globulence, empêcherait qu'on ne touchât le buste, comme on a coutume de faire en France, et qu'on ne voit quelque chose de nouveau. Je lui ai dit que sa pensée se rapporte encore, heureusement, à la devise du roi, dont le corps est un soleil, avec le mot « nec pluribus impar », et que ce piédestal est le plus grand qu'on pouvait imaginer, mais qu'il fallait qu'il ait mis son nom pour dire que c'est lui qui l'a inventé et l'a fait, afin qu'on ne pense pas que ce soit le roi qui parle et qui trouve que le monde est une trop petite base pour lui. Il a ajouté que ce piédestal ferait un bel effet. L'azur de la mer, c'était coloré apparemment, se distinguant du reste du globe qui serait de cuivre doré, etc. Alors le passage et le projet furent vivement commentés les jours suivants par les membres de la Cour et aussi plus tard par la bibliographie ultérieure. Dans ce contexte de l'imagerie de l'absolutisme, il y a quand même quelques précédents. Alors vous avez vu, Bernini dit qu'il aurait inventé lui-même ce jeu symbolique, mais il y a sans doute des précédents. Dans les minutes qui me restent, je voudrais vous en montrer quelques-uns. Il me semble qu'on devrait les approcher brièvement pour mieux comprendre aussi l'intention berninienne. J'ai fait un choix assez personnel. Alors, par exemple, ce portrait allégorique de Charles Quint fait par Midjanin, on est dans les années 20-30 du XVIe siècle, montre le roi empereur, si vous voulez, son bâton des commandants bien posé sur le globe terrestre, tenu par un angelot. La déesse de la victoire est à côté de lui, construction allégorique dans laquelle le corps cuirassé du roi, corps de pouvoir, et le globe terrestre dialoguent d'une façon tout à fait claire. Cela, on peut suivre des variantes ou des formules du même genre, même en Angleterre. Par exemple, ce célèbre armada portrait qui représente Élisabeth, la reine d'Angleterre, on est à la fin du XVIe siècle. On voit la reine posant la main sur le globe terrestre. Donc, encore une fois, il s'agit ici d'une gestuelle ou d'une symbolique du pouvoir, la royauté et le monde. Ou le Dilce portrait, où la reine, maintenant, flotte ou pose ses pieds sur la courbure du globe terrestre, mais sur un endroit bien spécifié de la Grande-Bretagne. Il y a aussi des variantes un peu plus nuancées. Je voudrais vous en montrer une. Et je mets à côté aussi la reconstitution de Wittkower. Il s'agit de cette allégorie du pouvoir, de la vanité des choses, d'Antonio de Pereda, où on voit que l'ange regarde le spectateur. Il est personnage dans une grande nature morte, justement du type Vanitas, avec le sablier, les crânes. Un d'entre eux regarde directement le spectateur, les biens de ce monde, l'horloge et le globe terrestre qui sert de base à un camé dans lequel on peut voir le portrait de chacun.
Par rapport à ses précédents, l'invention de Bernini, que je montre à gauche, fonctionne de façon assez différente. Le roi Soleil, c'était l'intention, domine le monde de sa propre majesté et grandeur. Elle est mise en avant aussi par des anticipations emblématiques du motif solaire qui illumine et domine la Terre. On le trouve dans le savoir emblématique de l'époque. Ce genre de précédents qui ont été mis en lumière récemment par Philippe Zitzelsperger dans une très belle étude. On voit justement des médailles ou des gravures où le rapport entre Soleil, le roi Soleil et la Terre sont mis en avant d'une façon spécifique. Mais justement, la façon dont Bernini manipule ce rapport proportionnel, alors vous voyez entre le buste et la base, si les rapports proportionnels sont bien suivis par cette reconstruction de Wittcover, donc cette façon berninienne fait de lui un grand maître de la mise en scène baroque qui est basée justement sur une des figures des styles les plus spécifiques du baroque, qui est l'hyperbole. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, en vous remerciant de votre patience. Le vendredi prochain, je parlerai du voyage de Velázquez, des voyages, parce qu'il y en a deux de Velázquez en Italie. On aura un invité qui est Guillaume Kintz, qui est conservateur de la peinture espagnole du Louvre. Mais pour aujourd'hui, donc dans notre séminaire, j'ai invité, et je suis très content de son acceptation, Étienne Jolet, qui est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ces recherches, je l'introduis brièvement, correspondent à trois questionnements principaux: les rapports entre le voir et le savoir, le lien entre le voir et le pouvoir, et l'histoire de l'art comme discipline. Dans la première direction, il a étudié le rapport entre la peinture de genre et la diffusion du newtonisme en la France du XVIIIe siècle. Il est auteur d'un livre que j'ai énormément apprécié, Figure de la présenteur, Fragonard, Newton et les hasards de l'extrapolette. Il a travaillé sur la notion du lieu dans la nature morte de l'Occident. Le deuxième axe, et on se rapproche un peu de la thématique du cours et du séminaire qui va s'en suivre, est illustré par des recherches sur le portrait du roi, notamment dans Jean et François Clouet, un ouvrage publié en 1997, et sur la notion de monument, dont relève le colloque édité avec Massu, les images du monument de la Renaissance à nos jours, et un ouvrage en préparation dont le titre est « La statue et le territoire, les monuments publics au roi de France d'Henri IV à la Révolution ». Alors j'invite Étienne Jolet, je suis très curieux de l'écouter et de pouvoir débattre avec lui. Merci.